Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et sémillant du comics. Et d'ailleurs merci à la personne qui m'a mis sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a, je crois que c'est Benepi Comics, qui m'a mis la définition de sémillant la dernière fois parce que j'ai dit que j'utilisais le mot mais que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je ne l'ai pas retenu donc je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. J'allais te demander. Donc vous l'avez entendu, c'est avec Igor, le retour de Igor. Ça va Igor ? Ça va très bien, bonjour tout le monde. C'est une émission 100% mec puisque nous sommes avec Cédric. Salut Cédric. Salut à tous. Ça va ? Très bien, très bien. Ok, bon on va commencer tout de suite, direct. Et on va commencer avec la news qui tâche, la news qui fait mal, qui a rendu triste, surtout Igor, hein, puisqu'il est très fan de Monsieur Ellis. C'est cette semaine, nous avons appris que Cameron Stewart et Warren Ellis étaient accusés d'harcèlement, peut-être de viol, non, je sais plus s'il y avait du viol dans le lot. Enfin bon, de trucs vraiment pas cool du tout, par pas mal de personnes sur. Je crois que c'est sorti sur Twitter. Et bah ça fait bizarre, surtout venant de la part d'un mec comme Ellis, qui dans ses titres. Rappelons quand même, Ellis, c'est le mec qui a écrit Planetary, c'est le mec qui a écrit Transmetropolitan. Il a fait quoi d'autre, Ellis The Authority. Ouais. Injection, il a fait des tas de trucs incroyables. Des tas de trucs sur lesquels il dénonce tous les travers de la société. Voilà. Et alors qu'il est lui-même très... Un gros travers de la société apparemment aussi, ouais. Je suis bien dégoûté d'avoir appris ça. J'ai pas encore décidé de comment j'allais le prendre en fait. De comment tu allais digérer cette information. Ça, parce que mine de rien, tous les messages qu'il délivre dans ses comics, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça fait vraiment partie de ma culture et des comics qui m'ont construit. Et du coup maintenant je les verrai pas du même œil je crois. Hein. Et je pense que tu peux te dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc c'est vrai, ça fait bizarre hein, vraiment d'un mec aussi talentueux, un mec aussi ouvert sur ses problèmes sociétaux, que ce soit une aussi grosse merde, puisque vraiment il y a pas d'autre mot, hein, que le mec use de son influence pour avoir des faveurs sexuelles. C'est pas cool quoi. Et en plus c'est pas un cas isolé apparemment, puisque il y a plus de 50 témoignages. 50. Ouais, je crois que je m'étais arrêté à 35 moi, c'est déjà pas mal. Ouais, mais j'ai pas fait le décompte, mais la dernière fois qu'on en a parlé, c'était plus de 50 témoignages. Donc ouais, ça fait un peu mal. Je crois qu'il y avait même non, je crois que c'est sur Cameron Stewart qu'il y a la veuve de Darwin Cook qui a été témoin de ce genre de truc. Enfin, moi je trouve ça c'est vachement parlant sur l'industrie quoi au final. C'est que des grands auteurs soient capables de faire des trucs comme ça. C'est comme toujours la même histoire, hein, dès que t'as du pouvoir, tu deviens un connard. Voilà. Y a pas d'exception. Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est alors l'industrie du cinéma, c'est une industrie qui grange des millions et des millions de dollars. Et du coup, les mecs se sentent tout puissants et tout, mais enfin l'industrie du comics, pour moi, ça reste que du comics. Les mecs se sentent puissants dans un ça reste. Mais quand t'es un gros poisson dans une toute petite mare, hein, c'est encore pire qu'avant quoi. Ouais, les mecs ils font que du comics, c'est pas non plus le roi du monde. Faut se calmer. C'est fou, hein, c'est fou. Moi ça me débecte et bon comme je disais, je vais pas aller en place publique pour brûler mon exemplaire de Transmettre parce que malgré tout ça reste un grand titre qui a changé un peu l'histoire du comics, mais c'est compliqué de relire ces titres-là, Mais moi perso, il m'arrive un truc bizarre, c'est que j'ai eu cette info, je suis en pleine relecture de Planetary et je n'arrive plus à l'ouvrir. Je suis bloqué depuis 2 jours, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Parce que je pense que je vais être là dans une période où dès que je vais lire du Ellis, du coup je vais dire mais attends mais il dit ça mais en fait, voilà, t'es obligé d'y penser. Que le mec te donne des leçons alors que lui... Et c'est super chiant. Et quand même, les mecs sont capables de ruiner quand même une carrière qui est super belle juste parce qu'ils pensent pas avec leur cerveau. C'est quand même dommage pour eux, quoi. C'est vraiment être idiot complet en plus parce que le mec, quand même, il a une carrière de fou.
Ouais, bah il était à 2 trucs prévus. Il était à 2 doigts d'avoir un imprint chez DC. Et là, je pense qu'il est bien parti pour être grillé parce que déjà on commence à annuler. Ils se sont annulés toute ça. Donc ouais, alors que s'il avait réfléchi avec sa tête, il n'en serait pas là. Donc déjà. C'est aussi con que ça, quoi. Le pire, c'est peut-être pas le pire, mais le truc c'est qu'il s'est excusé publiquement, donc il a fait un communiqué. Et dans son communiqué, moi je trouve qu'il s'excuse à peine. Qu'il dit ah oui non mais moi j'étais pas influent dans le milieu du comics et tout. Enfin, je vous laisserai lire. On vous mettra en lien si vous voulez un lien dans la description qui mène vers ses excuses publiques. Mais il dit pas qu'il l'a pas fait à aucun moment déjà. Ouais. Il dit qu'il se rendait pas compte de l'influence qu'il avait. Déjà, il dit pas qu'il va aller s'excuser auprès des victimes. Il dit pas que alors. Je l'ai lu, mais je m'en souviens pas trop. Je crois qu'à un moment, il dit que à l'avenir, il va réfléchir. Mais bon. Ouais, j'ai pas vu d'excuses non plus. Ouais. T'étais pas très d'accord, Igor? Moi, je trouve déjà bien, en fait, qu'il ait fait ça, parce que mine de rien, il y a vraiment pas grand monde qui l'a fait. De tous ceux qui ont été accusés pendant le MeToo, au final, ceux qui ont fait des excuses publiques, ils sont vraiment minoritaires. Donc, je trouve ça déjà bien. C'est vrai. Après, ces excuses, moi, me choquent pas particulièrement. Il l'avoue, il dit qu'il est coupable et il s'excuse. Bon, ça excuse rien, mais au moins il l'a fait. Il a fait un effort, on va dire. Ouais. Bah, il aurait fallu peut-être un peu plus réfléchir à ce qu'il a fait et aux conséquences de ses actes, parce que c'est quand même c'est pas rien, quoi. Et le pire, après, bon, je sais pas s'il faut mettre une échelle de valeur sur ça, c'est que Cameron Stewart, lui, on parle de mineurs. Donc des gens qui ont encore moins la possibilité d'être encore plus au contraire d'être influencé. Et c'est encore plus compliqué, sachant ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les titres de Cameron Stewart, si vous savez pas qui c'est le dessinateur ou le scénariste, je crois que c'est le dessineur. Non, je crois qu'il est scénariste. Il est scénariste. Ouais. Il est scénariste et c'est lui qui a fait le Bad Girl, donc le Bad Girl qui le Burnside où vraiment qui était axé très très teenage. Et il a fait aussi Black Canary qui était un peu dans le même esprit. Donc un mec qui fait des séries très enfantines, qui parle, Alors là, je suis en train de le relire, le truc de Ellis. Si, quand même, il dit qu'il s'excuse. Attends un peu. Je me suis excusé, m'excuse et m'excuserai. Ouais. Côté Jean-Jacques Goldman. Je trouve ça vrai. Je trouve que c'est pas. Ouais, il aurait pu aller un peu plus loin. Je vois pas trop de Malakupa dans ce qu'il dit et on sent qu'il a pas l'air de regretter tant que ça. Il exerçait une influence, mais c'était inconsciemment, il s'en rendait pas compte. Ouais. C'est un peu compliqué et c'est pas très joyeux. C'est dommage qu'on soit que des mecs autour de cette table. On n'a pas beaucoup de crédibilité là. Ouais. Il devait y avoir Faye et Diane. On gagne 1 heure d'émission. Oui, effectivement. C'est un choix. Parce que pour résumer un peu la pensée de Faye, et elle va me hurler dessus parce qu'elle déteste qu'on parle à sa place. Mais on est en plein dans le manfuling, donc on va continuer un peu. Elle leur a dit bon, allez tous les brûler, il faut les mettre en prison, ce genre de choses. Elle est vraiment très 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 remontée par rapport à ça. On va passer à une autre news. On va rester dans le subtil puisqu'on va vous parler de James Gunn. Non, pas du tout. Enfin, on va vous parler de James Gunn, mais la subtilité est très loin. Puisqu'on va vous parler d'un truc qu'il a fait après son travail chez Trauma, parce que si vous ne saviez pas, il a bossé chez Trauma. Igor, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Trauma pour les gens qui ne sauraient pas? Trauma, c'est une boîte de production de films de tarés. En gros, c'est un peu non, c'est pas les premiers, c'est une des boîtes de pionniers, on va dire, dans le gore, dans le trash, dans l'outrancier, qu'on fait vraiment des films de malades dans les années 80. Donc Toxic Avenger est le plus connu. James Gunn a commencé comme scénariste chez eux, si je me rappelle bien. Et il a fait Scooby-Doo aussi. Donc c'est entre ça et Scooby-Doo, il a fait un truc qui s'appelle... Il a une carrière, ce mec. C'est fou, hein. Donc il a fait un truc qui s'appelle The Special, c'est un film de super-héros qu'il a scénarisé, qui est mis en scène par un ami à lui, qui s'appelle Craig Mazin, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez puisqu'il a fait les Very Bad Trip. Et tu veux une carrière un peu bizarre? Le mec a fait Very Bad Trip. Il a fait quoi sur Very Bad Trip? Et je crois qu'il a fait les 1 et le 2. Il a réalisé et écrit, je crois, le
Si je dis pas de bêtises. Non, pas Matt Reeves. Le mec qui a fait le Joker qui a réalisé Very Bad. Si. Je me rappelle pas non plus son nom. Bah, peut-être qu'il les a écrits, je sais plus. En tout cas, Todd Phillips. Non, c'est pas ça. Todd Phillips, ouais. En tout cas, il a bossé sur Very Bad. Enfin, il a bossé sur des comédies très potaches à la Very Bad Trip. Et il a fait la série Tchernobyl de HBO. Ok. Donc les gaps un peu bizarres. Pourquoi pas. Si vous l'avez pas vu, vous voyez là, elle est vraiment, elle est. Enfin, ne la voyez pas. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Ne mangez pas devant cette série. Vous risquez de vomir, mais en tout cas, il a réalisé ce truc qui s'appelle The Special. C'est un super conseil, le truc à regarder pendant cette période qui est bien anxiogène. Ah ouais, totalement. Ça va vraiment monter le moral des gens. Et après, on va lire Le Fléau. Et on est bien. Voilà. Exactement. C'est vrai que Tchernobyl, ça donne pas t'as envie de te suicider à la fin, mais vraiment. Yeah. Enfin bref. Et surtout, moi, je sais que je suis né à cette période-là. Et que j'ai des problèmes de santé à cause de trucs notamment d'hypothyroïdie et ce genre de trucs. Donc tu te dis ah ouais d'accord, le nuage de. Mais c'était pas arrêté à la frontière. Ah si bah oui, c'était arrêté à la frontière effectivement. C'est pour ça que j'ai des problèmes d'hormones, mais c'est pas grave. Donc apparemment c'est un truc un peu à la The Boys, une équipe complètement dysfonctionnelle, plus barrées les unes que les autres, et malheureusement ça avait complètement bidé à l'époque. Et ça ressort en Blu-ray en juillet, grâce à je pense à la notoriété de Craig Mazin et de James Gunn, et c'est plutôt cool qu'ils ressortent des trucs comme ça en Blu-ray. Peut-être que j'irai jeter un œil. Oh, moi je suis carrément chaud. Je pense pas que ça va être un chef-d'œuvre, hein, mais juste si c'est du même niveau que les trucs débiles qu'il a fait chez Troma, moi je prends. Et puis même si c'est super, c'est super bien. Horribilis c'est très bien aussi. Très bien. Donc moi j'aime bien Scooby-Doo dans Martin. Non, Scooby-Doo non. Même si il y a Sarah Michelle Gellar dedans, donc mon cœur de fanboy de Buffy un tout petit peu, mais enfin bref. Mais je crois que même la série de base de Scooby-Doo je peux pas. Même c'est pas eux qu'on fait il y a pas eu un crossover il y a pas longtemps avec DC et Scooby-Doo. Il y a eu un truc, mais alors quoi? Je sais pas, parce qu'ils ont fait plein de crossovers avec Hanna-Barbera, de toute façon. Oh putain, mon dieu. Donc voilà. Et Batman et Elmer Fudd. Ça, c'est bien, ce qui paraît. Il paraît que c'est bien, ouais. C'est bizarre. Et, celui-là, ils l'ont publié, enfin, ouais. En comics, ils l'ont publié dans le Batman Huntress. De quoi? Le Batman. Non, dans. Batman le truc avec Catwoman. De l'amour à la haine ou je sais pas quoi. Ah, c'est dans celui-là, non? Ouais, parce que je l'ai lu quelque part, ça. Ouais, c'était là-dedans. Je sais plus le titre exact, mais. Et c'était bien? Mais c'était pas bien. Parce que au final, ils ont réussi à intégrer le personnage vraiment dans l'univers de Batman. C'est assez chelou. Et d'ailleurs, je me demandais, j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout dans cet album, quoi? Ils se sont dit, je sais pas, il manque 20 pages, on rajoute ça à la fin. Ouais, les gens en avoir marre de cette, et peut-être que toi aussi tu en avoir marre de cette anecdote que tu as dû entendre 15 fois, mais je me souviens d'un kiosque Spider-Man où à la fin, ils avaient rajouté un truc sur l'ANPE de New York et sur Rudy Giuliani, le maire de New York, qui parlait avec Spider-Man et qui disait ouais c'est bien l'ANPE, il faut y aller, nanani nanana. Je disais mais pourquoi vous avez foutu ça là? Ça sort de nulle part, et en fait c'est juste Spider-Man qui va voir des gens qui leur dit ouais si vous avez pas de travail il faut aller à cette assos de New York. C'était dans Batman à la vie à la mort. D'accord. Putain, mais vraiment, tu es tu arrives à le correctif de cette émission. Il triche. Ah oui, Internet. Mais ouais, mais normalement on capte pas ici, c'est bizarre. On va passer à une autre news. En tout cas, moi, toi, t'en as pas parlé. Non, ça te parle pas. Je crois que t'aimes pas trop les Gardiens, non? Je suis pas un fanatique des Gardiens. James Gunn, je crois que j'ai vu aucun autre film. Si, Scooby-Doo, malheureusement. Regarde, super, il est bien. Ta fille, elle va adorer. Non. Vu le petit rictus, non, ça pue. Non, mais pas Ellen Page qui essaie de violer quelqu'un ou un truc comme ça. Oui. Ouais, voilà. Ouais, non, bah non. Et il y a Kevin Bacon en méchant qui est assez cool. Ah, ça peut me le vendre. Et c'est qui fait sa meuf? C'est pas Liv Taylor? Alors là, ça me le vend carrément. C'est possible, ouais, je me rappelle. Je crois que c'est Liv Taylor sa meuf. D'accord, je le regarde ce soir. Et il y a je sais pas si t'as vu The Office, mais il y a Dwight de The Office qui fait le héros, qui est très 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 bon dedans. Encore Michael Rooker, qui est toujours génial. Ouais, bah il est dans tous les films de James Gunn en fait.
On va continuer à parler de trucs géniaux, même si on l'a pas encore lu, mais moi je suis certain que ça va être génial. C'est Batman Curse of the White Knight qui sort en octobre. Alors retenez cette date, enfin ce mois, puisque forcément, enfin je sais pas, est-ce qu'on le traite en Comics Discovery parce que c'est une suite en fait, et on fait pas trop les suites d'habitude. Mais je pense. Déjà ils sortent pour le FCBD, ils sortent. Ouais, le premier chapitre. Donc ça vous hype? Pas du tout, non? Ah bah carrément. Sean Murphy, je prends. D'accord. De toute façon, c'est tout. Il y a écrit Sean Murphy, je prends. Je cherche pas. Moi je l'achèterais, mais voilà, je t'ai dit avant ce que je pensais de White Knight, c'est sympa, mais ça aurait pu être mieux. T'as pas aimé quand il y avait toutes les Batmobiles réunis? Si, non mais ça au niveau dessin, il y a rien à dire. Mais voilà, tu sais, au niveau propos, je trouve qu'il aurait pu un peu pousser le thème. C'est peut-être ce qu'il va faire. Avec Curse of the White Knight. C'est vrai qu'ils reviennent en arrière, ça c'est compliqué. Enfin bref. Bon voilà, on va l'acheter et on va continuer à vous parler de comics parce qu'au final on est une émission de comics. Et il y a Panini qui vient de dévoiler le planning de sa nouvelle collection, les must-have. Et donc en fait c'est toute une série de rééditions de grands titres de l'univers de Marvel. Je trouvais ça assez cool, donc on va essayer de vous en parler. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est pour un prix plutôt modique, pour 14€. Ou pour 19€. Pour 19€, vous aurez 248 pages. Donc au niveau pagination, bon c'est pas l'OP Urban où vous avez plus de 400 pages pour moins de 5€, mais là franchement 19,95€ pour 248 pages, ça va quoi. Ils se foutent pas trop de votre gueule. Et 14,95€ pour les trucs un peu plus petits. Le 1er juillet sort Civil War, donc de Mark Millar. Je pense que si vous avez pas lu Civil War et que vous aimez Marvel, allez-y, achetez-le. Spider-Verse que j'ai pas encore lu mais dont j'ai entendu du bien, donc peut-être ça me tente. Old Man Logan, moi voilà, je suis pas ultra fan, c'est du Millar hein, donc c'est un what if avec un vieux Logan qui est dans un univers un peu post-apo, c'est sympathique. Ouais, non, pas de réaction. Si, oui, c'est sympa. Ouais. Et Avenger, la séparation de Bendis. Donc c'est juste avant les New Avengers, c'est le moment où les Vengeurs vont tous se séparer. C'est pour ça que ça s'appelle la séparation d'ailleurs. Je n'ai pas lu, mais quelqu'un l'a lu, non, personne? Moi je l'ai lu, mais alors j'en ai pas un souvenir impérissable. C'est sympa, mais je m'en souviens. Est-ce que tu l'achèteras? Non, je l'ai déjà. Ah oui. J'aurais pu l'emprunter à la bibliothèque. La collection Marvel, machin. Donc, c'est sur le 1er juillet. Non, après, faut dire un truc, c'est qu'on est quand même les premiers à gueuler sur Panini au niveau des prix. Bon, là, voilà, 14,95, c'est très honnête, je trouve, pour des récits comme ça. Ouais. En plus, des récits complets, la plupart du temps. On voit des Civil War à 150 balles. Pour des éditions. La sélection est chouette au final, quoi. Ouais, ça va. Une sélection que j'ai eu à 15 balles un mois avant, donc je comprends pas. C'est quoi que tu m'as envoyé? C'était Civil War, la meuf elle le vend à 150 balles. Non mais un truc vendu 15€ alors que c'était vendu 2€. Eh ben la collection Carrefour. Les gens les Marvel Carrefour à 3€, il y en a qui le vendent 15 sur Moi j'ai vu, mais je crois que je l'avais déjà dit. Et le pire c'est qu'il y en a qui achètent. Moi j'ai vu tout le FCBD de l'année dernière a vendu 20€. Alors c'était du Free Comic Book Day quoi. Les gens n'ont vraiment aucune race. Ouais. Le 5 août sort Deadpool Massacre Marvel. Je suis pas fan de Deadpool. Je passe mon tour là-dessus. Moi aussi. Igor? Pareil. Là pour le coup y a pas de réduction quoi. Parce qu'à la base c'est un Marvel 100% donc ça coûtait 15 balles aussi. Du coup, se fout un peu de notre gueule, bon, c'est pas grave. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Surtout que, must have. Si t'aimes bien Deadpool, eh ben, il faut sauver le soldat Wilson à la limite. Je sais pas. Mais parce que ça, bon. Bah, ça, c'est surtout parce que c'est le titre Deadpool qui a le plus marché de tout le catalogue Deadpool. Thanos Rising de Simone Bianchi. Ça c'est très bien. Et ouais, c'est moi je l'avais lu en kiosque et c'est vraiment sympa. Ouais, ça c'est très bien, surtout que je crois qu'il est plus dispo. Ouais. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et en plus c'est vraiment sympa. Daredevil l'homme sans peur de Miller et Romita. Je pense que vous pouvez y aller si vous aimez Daredevil. Incontournable. Putain, il faut que tu lises. Je sais pas si tu l'as lu, mais il est pas sorti encore. Le titre qu'on a fait la semaine dernière. Non, mais il sort mercredi là. C'est une tuerie ce titre.
Je pense que tu vas kiffer, toi qui aimes bien les trucs un peu sombres et vraiment super bien. Bah là, moi je l'ai pas lu. Du coup, c'est comment tu le places dans Je crois que ça arrive après le truc de Miller sur Daredevil. Born Again. Ouais, je crois que ça arrive après. Je suis pas sûr. Ok. Bon, bah, moi, du coup, ça me tente. Non, c'est lequel de Daredevil là? C'est The Man Without Fear de Romita Junior et Miller. Alors, le Romita Junior, je crois que c'est la nouvelle origin story, non? Parce que le Born Again, c'est quand il abandonne le costume et qui au final le reprend. Effectivement, tu as raison. Je crois que c'est quand il a refait les origin story. Enfin bref, les deux sont très bien, donc je sais pas lequel c'est, mais dans tous les cas, c'est super. Bah, le Born Again, c'est lui au dessin et au scénario. Non, c'est Mazzucchelli au dessin sur Born Again. Donc, alors attends. Non, je trouverai pas l'info là. C'est pas grave. Bon, en tout cas, achetez-le. Oui. Parce que bah, tout le monde en dit. C'est ce qu'il y avait dans les icons de Miller en fait. Ouais. Voilà, avec Romita. Bon, même si c'est du Romita, apparemment, c'est du bon Romita. Apparemment, là, il est en forme. Même si on n'est pas fan de Romita, il y a certains personnages avec qui ça fonctionne quoi. Clairement, sur Hulk, c'est imbuvable, mais sur Daredevil, ça fonctionne très bien Romita. D'accord. Et bah pourquoi pas. Donc ça sort tout ça le 5 août. Donc retenez la date. Le 2 septembre sort Ultime Spider-Man de Bendis et Piketty. Je pense que bah c'est le moment où Miles Morales revient dans l'univers 616. Ouais, alors attends, d'ailleurs à ce propos, j'ai vu un truc concernant la sortie de Ultimate Spider-Man qui est très bizarre. Et en gros, ils vont le sortir 2 fois dans 2 éditions différentes à allez, on va dire 2 semaines d'écart. Le même truc ? Ouais. C'est un YouTuber qu'on connaît un peu. Enfin, c'est Max Faraday. Ouais, c'est Max Faraday qui a publié ça. Okay. Donc en gros, 2 septembre 2020 à 14,95. Ouais, c'est ce que le truc. Et le 30 septembre 2020 à 9,95. Et il y a juste la couve qui est un chouïa différent. Ah ouais, c'est marrant. Et justement, ouais, Max Faraday a publié ça en disant c'est quand même très bizarre. Okay. Mais il doit y avoir une erreur. Enfin bref. Bah acheter celui à 9 € pour le coup. En fait, il y en a un qui est dans la collecte Must-Have et l'autre dans la collecte Young Adult. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu cette info passer. Il y a une collecte Young Adult chez Panini. Et il va y avoir, mais tu vas kiffer, et je vais essayer de faire l'émission quand tu seras là. Il va y avoir Mary-Jane Love Spider-Man, un truc un peu manga autour de... C'est beaucoup trop d'honneur pour que tu veux que je sois là. Apparemment, c'est toutes les origines de Spider-Man, mais vues du point de vue de Mary-Jane, avec un dessin manga dégueulasse. Waouh. Et il sort ça dans la truc Young Adult apparemment. Et il y a Champion aussi. J'aimerais bien le faire Champion c'est pas Madureira. Fais-toi plaisir. Vas-y, mais tu peux pas lire cette merde. C'est ça, tu vas prendre tout ce Non mais Champion, à ce qui paraît c'est pas mal. Bah, du coup Max Faraday on disait du bien Champion. Donc ouais. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur la collection Young Adult, allez y jeter un coup d'œil. Donc on va continuer. Donc Ultime Spider-Man de Bendis et Piketty, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup ce que fait Piketty sur Ultimate. Et Bendis quand il est sur du Spider-Man, je trouve qu'il est plutôt bon la plupart du temps, puisque ça lui parle apparemment. Donc moi peut-être que j'achèterais. Miss Marvel, et je sais pas c'est quel run de Miss Marvel, mais pourquoi pas. Je crois que c'est son début, si je dis pas de conneries. Puisque c'est Transformation. Donc ouais, je crois que c'est le début. Encore une fois, on ne pourra que le répéter. Comics Discovery, l'émission qui parle approximativement des comics. Et la mort de Wolverine. Alors là, bon, ça me parle. C'est de la merde. Ah d'accord. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Merci beaucoup. On va passer au 7 octobre. Au moins maintenant c'est à 15 balles au lieu d'être à 35. Donc vous pouvez essayer. On passe au 7 octobre. Il y a le Gant de l'Infini. Est-ce que c'est de la merde le non, ça c'est bien. Et Planète Hulk, je crois que tu aimes bien ça Planète c'est Hulk. super bien. J'ai réécouté la première émission d'ailleurs, c'est marrant parce que je disais ah oui la première émission de radio que tu as fait. Ouais, mais la première et dernière. La première et dernière. Et donc tu disais tu parlais de Planète Hulk en disant que c'était bien parce que quand on faisait World War Hulk et on disait il disait pas World War Hulk parce que c'est nul.
Mais Planète Hulk, par contre, c'est bien. Clairement, c'est une des meilleures histoires que j'ai jamais lues chez Marvel, Planète Hulk. C'est vraiment dans mon top, quoi. Ok. Le 7 novembre sort X-Men, la saga du Phénix Noir. Donc bah voilà, je pense que tout est dit. Claremont, Byrne, enfin bref. Allez, la grande époque des X-Men. Venom, la naissance du mal. Voilà. Le 25 novembre sort. Bon, alors là, c'est notre ami Warren Ellis qui a écrit Iron Man Extremis. Donc peut-être qu'ils vont annuler cette sortie, je ne sais pas. C'est pas mal ça. Je l'ai pas lu. Faut aimer Adi Granoff. Ouais. Il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien ce récit. Ouais. C'était sympa. Et Fantastic Four, Marvel Knight 4. Donc ouais, pourquoi pas. Et apparemment, après, il y a en 2021, il y a du Gardien de la Galaxie, il y a des autres gros trucs de prévus. Excusez-moi. Donc ouais, cette collection a l'air cool. Il y a plein de trucs plutôt sympas qui sortent. Donc peut-être qu'on vous en parlera dans l'émission. Est-ce que il y a un truc que vous retenez dans toute cette sortie Bah, Planète Hulk, hein. Et toi Ouais, Civil War. Civil War, moi j'ai bien aimé. Ok. Et il y a pas de truc que tu dis, ça j'achèterais peut-être. Bah, le problème c'est que dans la liste là, tous ceux qui m'intéressent, en fait, je les ai. D'accord. Tu m'aides pas beaucoup. Donc, bah ouais, non mais il y a rien après. Non, Deadpool. Moi le Daredevil Homme sans peur peut-être. Thanos Rising. Thanos Rising, mais c'est vrai. Surtout c'est super joli, c'est Simone Bianchi au dessin, c'est très très beau. Donc voilà, j'ai fini mes news et vous en avez marre des name dropping de titres qu'on n'a pas lus. Et ben on va continuer puisque c'est la checklist. Alors la checklist, on va commencer par Panini. Chez Panini, on a le tome 2 de Chrononauts qui sort, donc écrit par Mark Millar. Et au dessin, on a Eric Canet. Donc le tome 1 était très sympa, surtout parce qu'il y avait Sean Murphy au dessin. Donc le tome 2, je sais pas ce que ça vaut, mais du coup, il réédite le tome 1 à 10 balles. Donc du Sean Murphy à 10 balles, allez-y. Ouais, peut-être que j'achèterais bien si c'est Mark Millar. C'est pas moi, hyper marquant. J'ai entendu même des gens qui aimaient Millar dire que c'était de la merde. Ah ouais. Mais... Pas au niveau des dessins, mais au niveau du scénario. Apparemment, je l'ai pas lu, perso. Mais... donc on a ça, donc on a le Daredevil dont vous avez parlé la semaine dernière. Ouais, qui est trop de cool. Chip Zdarsky, je sais toujours pas dire. Zdarsky. On a l'histoire de l'univers Marvel. Alors ce truc, c'est si j'ai bien compris, c'est un résumé de toutes les grandes sagas de Marvel depuis le début jusqu'à aujourd'hui en 250 pages. C'est le nouveau truc pour les youtubeurs Wikipédia. Donc ça a l'air d'être un énorme merdier. Et le petit truc rigolo, c'est que vu qu'ils ont décalé tout le calendrier commercial à cause du Covid, le bouquin vous spoil Oxbox. Ah merde. Voilà. Panini l'a annoncé, je crois, dans la semaine sur leur page Facebook. Je trouvais ça drôle. D'ailleurs, tu l'as lu Oxbox toi ? Non. Lis-le. Je crois que j'ai lu le premier numéro, un truc comme ça. Mais j'aime pas lire les kiosques. Moi, j'attendrai que ça sorte en relié, je lirai tout d'un coup. Mais moi, pour le coup, je l'ai acheté je n'achète plus de kiosque depuis une éternité, mais celui-là, je l'ai acheté. Moi aussi, je l'ai commandé chez Story. Je pense que si je l'avais pas lu, vous êtes fait avoir par la hype. Ouais. Non, mais parce que je l'ai lu aussi pour l'émission, et c'est vrai que quand même, voilà. C'est beau, franchement. C'est un très beau récit. Ça pète les yeux. Donc ensuite, on a Spider-Man, la saga du clone, tome 2. Donc le deuxième omnibus sur 3. Qui est toujours à 70€, donc c'est toujours trop cher. On va passer au suivant. On a un peu de Star Wars, on a Star Wars Galaxy's Edge. Et vu que Faye il est pas là, tout le monde s'en fout. Ouais. J'imagine. Et le dernier truc très bien, on a le tome 3 de X-Men Grand Design. Ah putain, faut que j'achète ça, c'est trop bien. Score. C'est trop bien. Ensuite, chez Urban, on a Superman Up in the Sky. Donc c'est Superman écrit par Tom King et avec Andy Kubert au dessin. Donc c'est quand même un joli tandem. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'était ceux qui étaient sortis chez Walmart. Enfin, c'est le partenariat qu'ils ont fait avec Walmart aux États-Unis. Ok. Et il y a Bendis sur Batman du coup. Et du coup, le Batman Universe de Bendis, c'est ça aussi ? C'est ça. Ah, ok, d'accord. Je me demandais qu'est-ce que c'était que ça. Donc on a aussi ça, Batman Universe de Bendis. Donc les deux sortent à 17,50. Donc ça doit pas être des gros bouquins. On a Doom War qui est la suite directe de New Justice et qui est le début
le début ou la fin, je sais pas, de Year of the Villain, l'événement d'ici. Je suis pas suivi du tout. De l'an dernier. D'ailleurs. Tu voulais pas lire ça d'ailleurs? De moi? Ouais. Ah, si, c'est prévu. Bah, de toute façon, j'ai les New Justice, donc ouais. Après, Year of the Villain, je crois qu'il est déjà sorti. En fait, Urban l'a publié sous le titre Batman qui rit les infectés. Le titre qui est sorti. Oui, c'est sorti la semaine dernière, il y a 2-3 ans. C'est Year of the Villain, en fait. D'accord. Ok. Et enfin, chez Urban, on a le deuxième tome de Jamie Delano présente Hellblazer. Donc c'est le tout premier run sur Hellblazer et c'est juste indispensable. Voilà. Moi, c'est vraiment le truc que je retiens d'Urban de la semaine. Donc on a ça, on a les 10 titres à 4€. Dont on vous a fait en fait 4,90€. On a tourné une vidéo sur ces 10 titres. Donc normalement vendredi ça sortira. Du coup avec Cédric et Diane, on vous fait un petit topo sur ces 10 titres. Est-ce qu'il y en a un que tu retiens, toi? Il y en a un que tu prendras peut-être dans le lot ou Non, moi, ceux qui m'intéressaient, je les ai déjà. Mais moi, je trouve la sélection très chouette. J'aime beaucoup Red Son, j'aime beaucoup White Knight. Et j'aime beaucoup La Cour des Hiboux. Non, je trouve ça vraiment super chouette. Après, je connais pas le format. Parce qu'à 4,90€, c'est du souple, mais est-ce que c'est du plus petit format? Ah, j'ai pas pensé. Il y en avait un qui avait sorti les dimensions. Mais il y a un gros macaron ignoble dessus avec marqué 4,90. Ah, et qui est imprimé? Ouais. Et il y a une frise pourrie. Ouais. On peut pas tout avoir. Non, je trouve ça chouette. Mais du coup, on va passer. Encore une fois, j'en ai parlé, mais moi je trouve la sélection le plus du cul. Non, moi je trouve. Ça manque de on était 3 et t'es le seul à dire ça. Et encore une fois, on est 3 et je suis le seul à dire ça. Non, mais je trouve qu'ils auraient pu prendre du risque et mettre des personnages un peu moins connus, essayer de faire découvrir autres choses de chez DC, quoi. Parce que là, franchement, il y a que du Batman pratiquement. Alors, oui, mais alors tu m'as fait rire parce que dans ta sélection des indispensables, il y avait pas mal de Batman aussi. Si tu regardes bien. Mais ouais, il y a, parce qu'à chaque 5 fois, Batman, ouais. J'essayais à chaque... 5 sur 10. Ouais, c'est du bon Batman. On est d'accord. C'est du très bon Batman, mais sauf le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, c'est bien. C'est pas une grosse merde. Ok. Sinon, chez Delcourt, on a encore du Star Wars. On a Star Wars le Cristal de Kyber, qui est l'adaptation en comics du tout premier roman Star Wars, qui est sorti juste après le film, en fait. D'accord. Je pense que ça peut intéresser les fans. On a aussi du Hellboy, avec un numéro spécial sur Rasputin. Oh, donc, intéressant. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est du Mike Mignola, donc je suis sûr que c'est très bien. Est-ce que t'as reçu leur truc sur toutes les couves, non, sur les illustrations? Ils ont sorti un truc Hellboy avec que des illustrations. Ouais, ils ont réédité l'artbook, ouais. Ça fait plusieurs fois qu'ils rééditent ça, il est magnifique. Ça donne trop envie. Ouais. J'en ai pas beaucoup des artbooks, mais celui-là je l'ai. Et enfin, le dernier, chez Vestron, on a La planète des singes par Rod Serling, le scénario abandonné. Dont on vous parlera la semaine prochaine, normalement. Voilà. Si tout se passe bien, si j'ai bien reçu mon exemplaire. Et on reçoit normalement... ça sent pas bon, ça. Tu vas encore te faire tuer par Faye, toi. Arrête. Non, mais c'est Historique qui m'a dit, je sais pas, parce qu'en fait, il faut... apparemment... Pas ça, mais n'annonce pas l'invité. Ah, j'annonce pas l'invité. Mais non, l'invité, on l'aura, c'est pratiquement sûr. Bon, je m'en fous, j'annonce l'IV. De toute façon, elle écoutera pas. Donc, normalement, si tout se passe bien, on recevra ce que moi, je trouve personnellement le plus grand podcasteur francophone. Non, allez, on va pas lui lancer trop de fleurs quand même, mais un des meilleurs podcasteurs francophones selon moi, un mec passionnant qui parle je vais reprendre sa formule, qui parle de La planète des singes et de punk. Donc c'est Dr Zeus qui fait le podcast Cornelius et Zira, qui revient sur toute La planète des singes et qui à côté de ça parle un peu de groupe de punk. Quand il va à Gérardmer tous les ans, il fait des récaps de tout Gérardmer. C'est un mec passionnant, enfin vraiment. Ce qui est fou, tu lui tends un micro, tu lui dis juste planète des singes et c'est bon il peut parler pendant des heures et être passionnant. On va encore faire une émission de 6 heures, ça. Ouais, sûrement. T'aimes bien La planète des singes? Ça va. Je suis pas fan absolu, mais j'en ai vu pas mal. Ouais. Contrairement à notre cher ami Cédric, qui a rien vu. Les suites de merde des années 70. La bataille de La planète des singes et lui, les aime bien, par exemple, celui avec les mutants. Non, moi j'ai vu les 3 derniers. Les 3 derniers, celui de Tim Burton. Mais le premier, on est d'accord que le premier, c'est
un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. C'est très très bien le premier. Celui de Frank Schnafner, il est fou quoi. Donc, ouais. Vraiment, mais montre-le à ta fille, elle va kiffer. Bon, tu sais que sa fille n'aime pas Die Hard. Il a montré Die Hard à sa fille. Et je vais le dire à chaque émission. Mais du coup, maintenant, c'est devenu le maître étalon du bon goût à sa fille. Ah non. Ouais. Bah non, justement, elle aime pas Die Hard. Est-ce que tu lui dis qu'on parle d'elle dans les émissions? Mais l'autre jour, je faisais un podcast par Skype, donc elle m'a entendu le dire que elle a dit quoi? Pas d'ailleurs, non, après c'est normal, c'est une petite fille des années 2000, bon. Mais non, c'est pas normal. Ah, Piège de cristal. Piège de cristal, c'est trop bien. Je me suis refait la semaine dernière, c'est toujours aussi bien. Oui, même avec ta mère qui fait pouf derrière quand ça tire. Ma femme. Oui. Non mais elle c'était sa. Oui, non mais elle c'est sa mère. Oui. Je me mettais dans sa peau à elle, tu vois. Enfin bref. Ah, chacun ses goûts, il en faut pour tout le monde. Effectivement. On va arrêter de critiquer ta fille. Elle a rien demandé. Si elle aime pas la passe miroir, vraiment, mais vraiment, je la conçue. Donc, je sais plus de quoi on parlait du coup. Oui, donc on va recevoir donc le Dr Zeus dans l'émission normalement la semaine prochaine pour vous parler de la planète des singes et de ce titre de Rob Serling. Et Rob Serling, c'est pas n'importe qui puisque c'est le créateur de la 4ème dimension. Et il avait écrit une adaptation puisque à la base la planète des singes c'est un roman de Pierre Boulle, le monsieur qui a fait Le Pont de la Riverquois aussi. Et donc Rob Serling avait fait une adaptation et du coup s'en tire un comics. Donc Vestron ils font que ça en fait. Vestron ils font ça et ils font Ils avaient déjà fait ça sur Alien, non? Ouais, ils avaient fait sur Alien. Ils ont fait une collection spéciale sur ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Hollywood ou un truc comme ça. Donc c'est spécial scénario abandonné. Je veux pas être méchant avec Vestron. Mais déjà ils répondent pas à mes mails donc voilà, déjà c'est pas très gentil. Donc je vais être méchant. Non mais je trouve que c'est super cher parce que je sais pas si tu l'as en boutique le Alien le scénario perdu. Je trouve que le format est pas génial parce que c'est tout petit, c'est du souple. Mais c'est du souple à l'américaine quoi. Et c'est super cher, c'est 17€ pour un petit souple comme ça. Il y a pas grand chose dedans pour un comics qui est pas génial en plus. Après, j'imagine que ça doit être des tout petits tirages. Après ils sont pas tous aussi chers quoi. Je me rappelle d'un des premiers aliens qu'ils ont sorti là. Évidemment, je me rappelle plus du dessinateur. C'était très très bien et ils l'ont sorti à 10 balles et c'était le même format quoi. Donc j'imagine qu'ils doivent faire des choix quoi. Ils en sortent à 10 balles et ils en sortent à 18. Ok. Mais j'aimerais bien lire plus de trucs de leur Predator et tout. Après, je sais pas ce que ça vaut parce que j'en ai pas trop lu. Mais pourquoi pas quoi. Non. Si vous nous écoutez Vestron, répondez à mes mails. Ils ont fait la série Evil Dead, qui est très bien. La série Evil Dead est très bien en comics. Et c'est eux qu'on fait Big Trouble in China. Peut-être, je sais plus. Le truc autour de Jack Burton. Là. C'est possible. Ouais. Je crois que c'est. Non, je sais plus si c'est eux ou pas. Je sais pas. On ne saura pas. C'est pas grave. C'était très sympa aussi ça d'ailleurs. Et il y avait un truc sur The Thing aussi. J'ai fait tout un truc autour des trucs de Carpenter, je crois. Celui-là, je l'ai pas eu, The Thing. J'ai eu le New York 97. Ah, peut-être New York 97, ouais. Ça, c'était de la merde. Je confonds. Ah ouais? Ok, bah, c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis pas très fan de Kurt Russell. Si elle écoute, t'en profites parce qu'il a pas fait. Ouais. Puis en plus, c'est un connard de conservateur aussi, lui. Hein. Rappelons-le. Ce rythme-là, 80% des stars américaines, c'est des connards de Carpenter, non, parce qu'il s'est embrouillé avec lui à cause de ça. Donc voilà. Je sais plus de quoi. Bon, du coup, on a fini la checklist. On a fini la checklist. Merci beaucoup Igor. Et je devrais prendre ton exemple pour quand je le fais, parce que moi, je fais tirer ça en longueur, je demande son avis à tout le monde, et au final, en fait, non, tu balances. C'est plus. En même temps, là, on arrive sur la période où ça va être calme. Ouais. Les éditeurs vont se calmer. Bon, en août, il y a pas grand chose. Bonne juillet, il y a que dalle. Enfin, il y a 3-4 je sais pas si on va faire de pause, nous, au final, comme on fait d'habitude. On parlait de cinéma à la place. Donc, ouais, on verra bien. Du coup, on va partir sur la review de la semaine. Cette semaine, on vous parle de Green Arrow Longbow Hunter, un titre qui ne donnait pas trop envie à Igor. J'espère qu'il a quand même apprécié finalement. Tu verras. Je verrai. C'était pas à moi de faire, parce que normalement je fais pas les reviews, je fais pas les auteurs, mais Faye a dû aller
a dû s'absenter, donc je vais la faire à sa place. Je vais l'improviser à sa place. Green Arrow Longbounter, c'est la suite, c'est le 3e, si je ne dis pas de bêtises, épisode de la nouvelle collection de Urban qui s'appelle DC Confidential, où ils ressortent des trucs plus confidentiels entre guillemets, des trucs plus vieux, qui ont quand même marqué l'histoire du comics. Il y avait eu Huntress, je sais plus le sous-titre, dont je vous ai parlé en vidéo, Cry for Blood, ouais, dont je vous ai parlé en vidéo. Le deuxième, c'était un titre qu'on a fait, Green Lantern Emerald Twilight. Green Lantern Emerald Twilight, dont on a parlé dans l'émission. Et là, du coup, c'est Green Arrow Longbounter de McGrell. Un des trucs, je sais pas si on pourrait leur reprocher, parce que là, pour le coup, je trouve que les séries qu'il y avait en plus, elles étaient pas mal, ça faisait pas trop remplissage, alors que vraiment, sur Green Arrow, il y avait des trucs vraiment remplissage. Green Lantern. Sur Green Lantern. Putain, mais je vais confondre pendant tout l'épisode. Donc, sur Green Lantern, il y avait notamment celui de fin, là, où c'est avec Starfire, non, c'est plus avec... je l'avais pas lu, moi. C'est le truc où il est en maillot de bain, là. Non, ça, c'était dans l'histoire. Le moment où il est en maillot de bain avec Donna Troy, c'est dans l'histoire. Non, c'était le truc à la... Ah ouais, c'est le truc à la fin, ça. Et avec Donna Troy, c'était avec Donna Troy, effectivement. Qui servait à rien. Qui était chiant. Là, du coup, donc on a 3 épisodes de McGrell, mais 3 gros épisodes, c'est 60 pages chacun, je crois. Non, 40 pages, je crois. Ça fait 150 en tout, je crois. Ouais. Donc c'est 3 gros épisodes de Green Arrow. Et en plus, vous avez un épisode sur Black Canary et un épisode sur, j'ai oublié le dernier. Lui les bonus. Sur Green Arrow aussi, mais par Alan Moore. C'est vrai. Ah oui, c'est effectivement. Ça. Et je trouve que c'est 2 épisodes plutôt intéressants. Ça révolutionne pas le genre, mais c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait pour Cry for Blood, où c'était 2 épisodes qui quand même étaient, ça reste un seul épisode, mais ça quand même, c'est un peu marquant entre guillemets. Ça définit un peu le personnage d'une autre façon. Et c'est assez intéressant. La série de McGrell, elle est plutôt intéressante. On va définir un peu avant qui c'est McGrell. McGrell, c'est un peu un homme à tout faire chez DC. Il a fait d'un peu de tout. Voilà. Franchement, je vais vous conseiller. Parce que, enfin, le mieux, je pense, si vous avez envie d'entendre parler du contexte autour de Longbounter, c'est d'aller écouter l'épisode de Comics Fair que Space et Grey Vision ont fait dessus. Parce que... Voilà, bonne émission, merci, au revoir. Non, mais du coup, ils parlent... Encore une fois... c'est mieux, en fait, ce qu'ils font. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est que... Écoutez ça, et après, on n'aura plus rien à dire de mieux. Mais non, mais en fait, ils parlent pas vraiment du comics, ils parlent du contexte. Donc, c'est intéressant d'avoir... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Je lis le titre... Et après, j'écoute le Comics Fair. Comme ça me permet d'avoir un autre angle sur ce que je viens de lire. Alors que nous, là, on va pas trop faire de contexte parce que, au final, j'ai pas préparé et que, on n'a pas leur science, la science infuse qu'ils ont du comics. Mais, on va vous donner notre avis, plus sur le titre, plutôt que vous reparler de McGrell. Mais en tout cas, McGrell, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé pour chez DC, qui a fait un peu de tout. Et, qui a un trait, assez, particulier, je dirais. Notamment sa colo qui est assez particulière. Et Green Arrow, je pense que, enfin, ce Longbounter, il est vachement intéressant parce qu'il redéfinit, ça parle vraiment de la relation entre Dean Allens, donc Black Canary, et Oliver Queen, et un peu comment ils vont évoluer. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est je pense qu'il doit y avoir un avant et un après Longbounter pour le personnage de Green Arrow, parce il fait un choix. Surtout qu'après c'est McGrell du coup qui a continué à rester sur la série. Ouais. Pendant quelques années du coup vu que ça avait marché à l'époque. Et il fait un choix et il prend comment dire. Il y a un dilemme moral qui se pose dans cet épisode, et le choix qu'il fait est pas innocent, et je pense que s'il doit y avoir des conséquences à ce choix, normalement, pour le personnage de Green Arrow. Je crois qu'on est après les épisodes de Dennis O'Neil et je sais plus qui c'est qui était au dessin sur les...
où du coup Green Lantern et Green Arrow se baladaient en Amérique et du coup avaient plus de liens avec le côté. C'était pas Neil Adams. C'était Neil Adams, oui effectivement c'était Neil Adams. Donc il y avait un lien vraiment plus profond avec les États-Unis et avec le peuple américain. Et vraiment, il y avait on en a parlé déjà plusieurs fois. Faut vraiment que je lise ce truc. Moi, je l'ai pas. Tu l'as lu, toi, Igor? Toi, tu l'as. Green Lantern, Green Arrow. Ouais. Ouais, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil celui-là aussi. Eh ben, ça doit être les deux personnages qui m'intéressent le moins chez DC. Ah ouais, c'est marrant. C'est un peu des seconds. Enfin, surtout Green Arrow, quoi. Green Lantern était. Green Lantern, quand même. Green Lantern, il est intéressant. Mais... Il a eu une période où il était un peu sous le radar. Mais maintenant, ça fait quelques années qu'il est revenu. Mais un peu de son côté à lui, quoi. Ouais. Il a ses séries. Oui. Et donc, il y avait un vrai aspect social dans cette série. Du coup, c'est un peu comment je vois, moi, ce Green Arrow, c'est un peu le Batman, mais du coup, plus socialiste, quoi. Qui est plus proche du peuple, qui essaie d'aider... plus Batman qui est en mode je vais aller taper des méchants. Batman quoi. blond avec un bouc. En fait, je trouve que ça résume assez bien le truc. Et des flèches. Non, mais c'est vraiment c'est une adaptation moderne de Robin des Bois. Hein. Ouais. En gros. Il y a un autre truc cool dans Injustice. Il y a une blague qui est très marrante. Parce qu'il a pas aimé Injustice. Et j'ai pas aimé Injustice. Hein. Vraiment, c'est de la merde. Non, mais il y a une blague que j'ai trouvé cool. Il y a Harley Quinn qui est enfermée dans la Arrow Cave. Et elle lui dit mais pourquoi t'appelles ça la Arrow Cave? C'est débile Batman, c'est compréhensible parce que les chauves-souris ça vit dans une cave. Pourquoi t'as pas appelé ça le carquois? Et là Green Arrow reste quoi fait ah ouais merde. Voilà, c'était drôle. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de au lieu de me laisser galérer Vas-y Cédric, qu'est-ce que t'as pensé de ce titre? Moi j'ai trouvé ça super sympa. Ça faisait un moment, pareil, j'avais entendu le Comics Fair et tout, donc ça faisait un moment que les différents podcasts disaient, sans savoir que ça allait sortir, disaient putain il faut que vous lisiez Green Arrow de McGrell et tout, machin. Donc j'étais plutôt chaud pour y aller. C'est une histoire très sympa. Les dessins, moi je les trouve vraiment magnifiques. Il y a vraiment un style inimitable, quoi. Ça fait penser aux vieux comic strip des années, on va dire 60. Même les couleurs et tout. Moi j'ai trouvé ça super, très très bien. C'est vieux mais en même temps c'est détaillé. Ouais. C'est rien, les expressions du visage et tout sont vraiment pas. Il y a pas de dilemme, quoi. On voit très bien ce qu'il veut faire paraître. L'histoire est très sympa aussi. C'est très réaliste, c'est-à-dire que par exemple Black Canary elle a pas de pouvoir. Ouais. C'est une voleuse et tout. Et j'ai bien aimé la thématique du super-héros vieillissant. Là, on sait clairement, c'est rare dans les comics, mais mine de rien, mais là, il dit clairement son âge, il dit j'ai 43 ans. Ouais. Donc il y a tout un dilemme parce que son fils adoptif va être papa, donc lui, il va être grand-père. Donc il y a tout ce questionnement qui arrive, quoi, sur le vieillissement et tout. Et en même temps, il y a une aventure avec une tueuse qui va poursuivre, quoi. Un tueur, plutôt. Au début, c'est un tueur qui tue des prostituées dans Seattle. Mais après, tu vois. Et après, oui, il y a Shadow qui arrive. Bon, là, tu l'as dit. D'ailleurs, Shadow, c'est moi ou elle a plusieurs origines? Parce que dans New 52, c'est pas la même, on est d'accord. Peut-être qu'ils ont changé les origines. New 52, ils ont fait ce qu'ils voulaient, de toute façon. Oui, ouais. Non, mais du coup, c'est pas celle à laquelle on pense. Je crois que même dans la série, elle y est. Oui, elle y est dans la série. Et non, du coup, c'était très intéressant. C'est pas... moi, j'y ai pas vu le récit culte qu'on me vendait. Et voilà, mais ouais, malgré tout, c'est pas si vous l'achetez, ça sera pas un regret. Ouais. C'est vraiment très sympa, quoi. Vous aurez le 3, vous serez obligé d'acheter le 1 et le 2 pour que ça aille dans la bibliothèque. Et qu'il y ait cette fameuse tache rouge. C'est ça. En plein milieu. Du coup, je l'achète. T'es vraiment un maniaque de la bibliothèque. Ouais, mais ça me fait chier d'avoir un numéro 3 si le 1 et le 2, je vais pas l'acheter le 1 et le 2 qui me plaisent pas juste pour voir le 1 et le 2. Bah tu le repeins? Non, j'achète pas le 3, puis voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé, Igor? Moi j'ai trouvé ça sympa. Je vais recommencer comme vous par le dessin, j'ai trouvé ça super bien au niveau du dessin. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie personnalité. Ça détonne vraiment de ce qu'on voit de l'époque, quoi. Il y a un côté hyper crayonné sur le dessin,
avec des couleurs mine de rien vachement flashy par-dessus. Et ça fait un mélange assez bizarre mais qui fonctionne super bien. Après j'ai un petit bémol au niveau du découpage. Tu vois que le mec a essayé de faire un truc hyper dynamique quoi. Il casse tout le temps les codes, il met des cases tordues dans tous les sens. C'est super chiant à lire en numérique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de double page. Et du coup c'est hyper dynamique mais en même temps les scènes d'action tu piges pas grand chose. Peut-être qu'en physique c'est mieux, ouais. Je sais pas. Sinon j'ai bien aimé le côté brut de décoffrage quoi. On est à Seattle, une ville qui est complètement dans la pauvreté, dans la délinquance. On a du serial killer, on a de la torture, ça pisse le sang, c'est vraiment c'est la dépression, mais vous savez j'aime beaucoup ça la dépression. Après je trouve comme là aussi un peu trop vendu. J'ai vraiment vu des mecs qui disaient c'est le Batman année 1 de Green Arrow. Faut savoir que c'est sorti la même année que Batman année 1. Ah ouais. Et en termes d'écriture, c'est juste incomparable quoi. Et même en termes de dessin, mais qui dit. Ouais. Même juste en termes d'écriture, Batman année 1, tu le lis aujourd'hui, ça n'a pas vieilli d'un poil. Là, tu vois quand même au niveau des dialogues que des fois ça pue les années 80 quoi. Puis même la thématique, parce qu'il y a tout un complot après derrière, ça fait vraiment. Moi j'ai eu l'impression des fois de voir un film de Chuck Norris. Et encore, je trouve au niveau de la narration, ça n'a pas si vieilli que ça parce qu'on est dans les années 80, mais on est quand même pas sur la narration très descriptive comme on peut le voir dans certains trucs. C'est-à-dire que dans les mecs pendant les Teen Titans, ouais. Il y a des ils décrivent pendant 10 lignes ce que le dessin il montre très bien. Ouais. Et on est quand même pas dans une narration si datée, je trouve. Ouais, c'est vrai. Non, la narration est bien construite, surtout que t'as pas mal de flashbacks. En fait, au début, tu sais rien, et c'est vraiment au fur et à mesure que tu t'assembles le puzzle. Moi, c'est vraiment au niveau des dialogues pur et dur, quoi. Je trouvais que ça fonctionnait pas hyper bien. Pour moi, c'est vraiment un truc pour les fans. Ça a sa place dans DC Confidential, quoi. Ouais. C'est vraiment, si vous êtes fan de Green Arrow, foncez dessus. Ça existe, les fans de Green Arrow? Il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Mais après, moi, je trouve pas que c'est un truc hyper important, quoi. Il y en a qui mettent Green Arrow de l'émir dans la sélection des 10 incontournables. C'est enfoiré. Alors c'est toi le fan de Sorrentino. Donc il y a des fans de Green Arrow. et moi, pour en revenir aux deux numéros supplémentaires à la fin, moi je trouve ça vraiment hyper anecdotique comme tous les trucs qu'ils ont fait. Tu les as lus les autres? Ouais, du coup je les ai lus, mais enfin je trouve ça limite malhonnête en fait de gonfler le bouquin pour que ça arrive à 200 pages. Moi, ça ils font surtout ceux de la collection malheureusement. Ouais, mais tu vois, moi j'aurais préféré qu'ils les foutent pas et qu'ils balancent le bouquin à 12 balles les 17. Quoi. Franchement, c'est pire sur le. Enfin, je sais pas si t'as lu le Emerald Twilight. Où, non, mais j'ai lu, mais je m'en rappelle plus. Le Emerald Twilight, en plus, le pire, non, mais bon, on va pas en reparler, mais le truc éditorial en plein milieu en disant, bon, là, normalement, il devrait y avoir. Il y a un event, mais on va pas le publier, mais. Je me rappelle de ça. Et à la fin, il y a l'épisode qui est rajouté. Vraiment, là, pour le coup, ça fait vraiment un truc de remplissage. Quitte à vouloir atteindre les 200 pages, ça m'aurait pas dérangé qu'ils balancent 50 pages de bonus ou des trucs qui ont rapport avec l'histoire. Voire même le début du run d'après de Mike. Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, j'ai vraiment trouvé qu'ils mettaient n'importe quoi avec du Black Canary dedans pour atteindre les 200 pages. Quoi. Là, je trouve ça dommage. J'ai trouvé que les épisodes étaient sympathiques. Enfin, en plus, c'était plutôt joli. Donc, ouais, je leur pardonne un peu ce truc. Mais c'est vrai que en réécoutant le truc de Comics Fair où vraiment ils disent ah ouais c'est trop bien nanana, je me suis dit putain mais j'ai pas eu l'impression d'avoir lu le même truc quoi. Pour moi Est-ce que vous avez lu beaucoup de trucs de Green Arrow? J'ai lu le truc des meilleurs. Parce que moi à part le Rebirth j'ai rien lu quoi. Green Arrow année 1. Pas génial. T'as lu le prologue de la série télé qu'ils avaient sorti en comics? Non, ça je. C'était même pas un prologue, c'était pire que ça. C'était un truc qui s'insérait. Chaque chapitre s'insérait entre 2 épisodes, je crois. Putain, ou Flash, ils avaient fait la même chose aussi d'ailleurs. Non, mais si t'as pas lu celui du Mayer, il est intéressant. Bon, comme tout ce que fait. Du coup, c'est lequel tu as c'est le New 52, ouais. Ok. Dessiné par Sorrentino. On lui a peut-être vendu là, il est en train de se dire merde, putain, ça a l'air. Je suis pas fan de celui qui a fait Gideon Fall, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah merci, tiens, pour une fois tu n'es pas. Ça y est, il est en majorité content. Ils ont fait aussi tous les deux Allman Logan aussi, je crois. Ouais. Donc ouais, on va pas en dire tellement du bien de cette série. Moi, je sais pas si je la conseille. En vrai,
je trouve ça vraiment. C'est combien? C'est 17€? Ouais, je crois. Ouais, ça va, y a pire. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment un truc d'initié. Quand je l'ai lu, ça m'a fait le même sentiment quand je m'étais fait, comment ça s'appelle, le Iron Man, le Diable en bouteille. Je sais pas si vous avez lu ça. Si, ouais, j'ai lu. Je dis que c'est un des meilleurs trucs d'Iron Man. Juste parce que c'est un contexte social, que c'est un peu sombre, et que du coup, ça détonne du reste des aventures. Mais le fait qu'il fasse quelque chose de différent, pour moi, ça en fait pas quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai eu le même sentiment avec ça, en fait. C'est le meilleur d'Iron Man parce que tout le reste d'Iron Man, c'est de la merde. C'est pas moi qui l'ai dit. Et, ouais, enfin, j'ai dit ça, j'aurais pu dire la dernière chasse de Kraven de Spider-Man, tu vois. C'est pareil, tout le monde me l'a vendu, non, je suis pas d'accord. La dernière chasse de Kraven, c'est vraiment bien. Mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ah, si, quand même. Et là, ça m'a fait le même truc. Je comprends l'intérêt par rapport au contexte et à tout ce qu'il y avait autour, mais à part pour les fans et les psychopathes, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui, quoi. On va faire un bandeau Cultura avec marqué Green Lantern Long Panther pour les fans et les psychopathes. Moi, dans ma tête, c'est pas une mauvaise chose d'être un psychopathe, donc je le prenais pas mal. Ouais. Bah, je suis désolé, j'espère que Space va pas écouter cette émission. Ou la pigeon. Non, mais c'est parce que oui, c'est justement, c'est des types qui connaissent plus le contexte. Et peut-être, en connaissant le contexte, tu apprécies plus l'histoire. Mais ouais. Juste, je sais pas si vous avez lu la postface, comme ça qu'on dit, postface. Non, j'ai pas lu les non, mais pour le coup, je pense que c'était le meilleur moment du bouquin pour moi. Ils expliquent quand Mike Green est retourné négocier son contrat pour la suite, donc une fois qu'il avait fait ça. Et je sais plus qui raconte ça. Il explique que le mec est rentré dans le bureau, il a sorti un calibre 45 de sa poche, il a posé sur le bureau, et après il a négocié le contrat avec l'éditeur. Donc ça a l'air d'être un gros texan hyper rigolo en fait, ce mec. Voilà. Pour moi, c'était vraiment le meilleur moment du bouquin. Mais il a toujours un chapeau de cow-boy en plus. C'est pour ça que je suis sûr que c'est un texan, ce gars. Est-ce que quand tu vas négocier une augmentation, tu iras avec un arc et des flèches pour appeler. Non, je suis pas sûr que ça fonctionne. C'est dommage. Mettre un petit chapeau Robin des Bois, peut-être. Et il faudrait que tu mettes ta petite barbichette jaune. C'est foutu, alors. Ah, ça te va pas le petit book? D'accord. C'est dommage. Donc voilà. Petit tour de table. Est-ce que tu vas l'acheter? Non. Est-ce que tu le conseilles? Bah oui, non, c'est quand même pas le pire truc qui est quoi. Non, c'est pas si mal que ça. Mais tu l'achèteras pas. Mais non, parce que le 1 et le 2 m'intéressent pas. Mais t'es chiant avec ça, c'est oui, mais non, mais c'est juste une bande dans ton. Mais attends, mais bibliothèque est rangée par taille, par ordre alphabétique, voilà. Mais quand t'achètes un truc d'un autre éditeur, c'est jamais la même. J'ai quasiment que du Urban. Les Deluxe, je n'achète que les récents, tu sais, avec le carré rouge. Les anciens, je les achète pas parce qu'ils sont différents du coup. Putain. Bliss, j'adore parce que c'est toujours la même tranche. Voilà. C'est que des tranches. Bah oui, mais ça fait joli. Dans une bibliothèque, ça fait classe. Que si t'as une bibliothèque que de Panini, alors là, c'est n'importe quoi. C'est un arc-en-ciel. Ça fait penser à la première minute de je sais pas si vous avez vu cette série qui est géniale d'ailleurs, vous voyez là, elle est ouf, s'appelle Black Books. C'est une série anglaise sur un mec qui tient une librairie. Et en fait, la première blague, en fait, on voit dès le début que le mec est un gros con qui a l'air d'en avoir rien à foutre de sa librairie. Et il y a un mec super pété de thunes qui arrive et qui lui demande: excusez-moi, est-ce que vos livres là, est-ce que les couvertures sont en cuir? Le mec le regarde, fait: mais pourquoi vous me demandez ça? Il fait: parce que tout mon salon est en cuir, je voudrais que ma bibliothèque s'accorde avec mon Ah mais tu vois par exemple la attends, mais laisse-moi, il y a une chute quand même à cette blague. Et le mec il lui dit: oui, c'est en cuir, mais est-ce que vos billets sont en cuir? Parce que je voudrais qu'ils aillent avec mon portefeuille qui sont en cuir. Non mais la collection Marvel à Carrefour qu'ils ont sorti à 3€, j'ai tout acheté parce que comme ça la frise est complète en bas. Deadpool, je le lirai jamais. Putain, mais t'es vraiment, t'as un vrai problème. Est-ce que tu es pareil avec ta bibliothèque? Bibliothèque, non mais lui il m'a raconté sa bibliothèque. Cauchemar. Elle est dégueulasse ma bibliothèque. Moi, il a le tome 1 dans une édition, le tome 2 dans une autre. Pendant des années, j'ai acheté que de l'occasion parce que j'avais pas une thune. Et du coup, aujourd'hui, elle ressemble à rien. La moitié des livres que j'ai, ils sont défoncés.
J'ai les Lock and Key, j'ai la moitié en Milady, la moitié en A-Comics, là, ça ressemble à rien. Il y a tout est comme ça dans ma collection. Mais j'achète que des trucs bien, par contre. J'achète pas des merdes pour faire joli. Ah non, mais moi, c'est pas ça. Moi, ça fait pas joli, mais c'est super bien. Il y a des trucs que je n'achète pas, que je sais qu'ils sont bien. Mais je n'achète pas parce que ça va pas aller dans la bibliothèque. Donc t'achèteras jamais de Glénat ou d'iComics ou de... Si j'achète une tu vois, Lazarus complet où il y a 7 tomes, où là tu peux les poser ensemble, tu vois. Oui, mais si c'est des one-shot. Ah bah non. Du coup, les pas de one-shot. T'es fou. Tu vous dites nous dans les commentaires si vous êtes comme lui, si vous avez un problème, parce que au moins tu es au courant que tu as un problème. Ah oui, mais je l'assume complètement. Enfin bref, voilà. On va passer. Du coup, on a fait un peu le tour de Green. Moi, chez Mava, si je le coupe, ouais. Vraiment, si vous êtes fan de Green Lantern et que vous avez envie de découvrir du Green Arrow, putain, mais vraiment, jusqu'à la fin, ça va être compliqué. Donc, si vous êtes fan de Green et de Flèche, on va l'appeler les Flèches vertes. Allez-y. Donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. On va passer au reco culturel de la semaine. Est-ce que vous avez une reco culturelle, Igor? Ouais, le dernier truc bien que j'ai lu, c'est une bande dessinée qui s'appelle Peau d'homme. Ouais. C'est écrit par Hubert. Je me rappelle plus qui l'a dessiné. Mais je me rappelle que c'est écrit par Hubert parce que c'est sa dernière bande dessinée. Le mec est mort un mois avant la sortie du truc. Ah merde. Et c'est un auteur que j'adore. Et du coup, Peau d'homme, c'est une espèce de conte de fées moderne. Ça se passe au Moyen-Âge. Et on suit une jeune femme qui va devenir princesse. Et du coup, qui est destinée à une vie de merde, à devoir essayer des robes, fréquenter des nobles et rien faire. Parce que les princesses, ça fait rien. Et du coup, sa mère lui donne un secret de famille. Elle lui donne une peau d'homme, une vraie peau d'homme fait en peau d'homme qu'elle peut enfiler pour se transformer en homme, en fait, pour s'intégrer à la société sous un autre visage. Et c'est absolument fantastique. Ok. C'est vraiment le truc que j'aime bien, c'est que c'est du coup du bouquin sociétal féministe, mais qui est hyper bien écrit, quoi. C'est pas genre je te martèle mon message dans la gueule pour bien que tu comprennes. C'est vraiment intégré dans le récit, c'est hyper subtil et moi c'est vraiment le genre de truc que j'adore, quoi. Ok. Alors, on retient Peau d'homme. Est-ce que toi t'as lu toi qui lis beaucoup de franco-belge, c'est la saga des ogres dieux, je crois. Non, je sais plus. Oui, qui est écrit par Hubert. Ah voilà, je me disais ça me. Voilà, c'est un mec qui fait énormément de contes de fées. Et j'ai lu les deux premiers et c'est putain de bien. C'est exceptionnel. Ouais. Et tu y as pas de fin du coup apparemment. Il y a un troisième, mais du coup je sais pas s'il en aura d'autres. Après chaque tome est une histoire complète, donc en soi c'est pas hyper dérangeant. Mais je crois que c'est dans le live de Julien Nico, d'ailleurs on n'avait pas parlé de Julien Nico encore. Ça va alors, parce qu'il fallait. Oh mais c'est des amis, c'est pour ça. Il y avait une libraire qui disait qu'il y avait un tome 4 qui était écrit, mais qui, comme il est mort, il savait pas s'ils allaient sortir ou pas. Ah oui, c'était ça, d'accord. Ouais. Et c'est vraiment bien, c'est super beau, hein, vraiment. Ouais. Les Gatignolles au dessin, c'est absolument magnifique. Ouais. Mais vraiment, quasiment tout ce qu'a écrit Hubert, c'est de la même trempe, quoi. Okay. Il a fait Beauté, c'est toujours dans le même principe de conte de fées, c'est excellent. Il a fait Miss Patouche aussi, vraiment, allez-y, quoi. Est-ce que t'as une reco, Cédric? Ouais, alors c'est un truc assez connu, mais les 3-4 du fond qui l'ont pas encore vu, regardez-le, je suis en train de me retaper sur Prime les saisons de Fringe. C'est trop bien, Fringe. Qui sont encore plus excellentes. Tiens, on va les citer. C'est à cause de Julie Nico qui ont reposté un truc en disant putain, c'est trop bien, et ça m'a. Enfin, j'avais recommencé à les regarder il y a un peu plus d'un an, et puis j'avais lâché l'affaire, et puis là je m'y suis remis. Alors là, je suis reparti plein de tubes dedans, parce que la saison 1 c'est beaucoup de one shot, un peu comme dans X-Files. Oui, c'est Freak of the Week. C'est le Freak of the Week, c'est un monstre à chaque semaine. Et du coup ça met un peu de temps à se lancer, et alors par contre on arrive 3-4 épisodes de la fin de la saison 1, là ça part vraiment dans le récit fleuve, avec dans le Watcher rouge, et avec les Watchers, l'histoire des voilà, je vais pas trop spoiler si vous l'avez pas vu, et du coup si vous avez mis X-Files et que vous n'avez pas vu encore Fringe, allez-y, c'est vraiment. C'est X-Files qui met avec Lost, qui met avec plein de trucs. Ouais, de toute façon c'est Abrams. Ouais, c'est Abrams. Et c'est Kurtzman et Orsi. Ouais. Il y a un comics, il y a 2 tomes de comics aussi qui étaient. Ah oui, tu m'as dit que c'était nul. C'est
Ouais, c'est des histoires anecdotiques sur comment la vache est arrivée dans le labo, enfin des trucs comme ça. Mais si on veut vraiment approfondir l'univers, voilà. D'accord. Moi, je conseille aussi cette série, elle est vraiment, vraiment cool. Et c'est sur Prime, tu disais. Ouais. Et on va rester sur Prime parce que moi, j'ai fait une petite découverte ce week-end. Malgré qu'on m'en avait dit du bien pendant longtemps, et j'avais mis un moment avant de m'y mettre. Mais je suis en train de découvrir Mrs. Maisel. Donc c'est une histoire d'une femme dans les années 50 qui son mari vient de la quitter pour sa secrétaire, et elle se découvre un vrai talent pour le stand-up, et du coup elle va un peu évoluer, enfin on va voir un peu le rôle de comment la femme évolue dans ces années 50 et dans une famille juive, un peu, enfin il y a un peu le cliché, ce qu'on peut imaginer dans les familles juives, avec le père un peu absent et un peu dans la lune, et la mère très psychorigide, ce genre de truc. Enfin, vraiment, c'est d'une finesse d'écriture folle. Chaque scène est vraiment rythmée. C'est aussi bien rythmé qu'un Brooklyn Nine-Nine ou que les trucs de Michael Shore, qui est très fort pour ça. Et c'est vraiment super bien. Et ça fait un bien fou. Ça te donne vraiment envie de dire, putain, même si elle dans les années 50 elle a pu, bon, si c'est de la fiction, mais ça se dire, elle dans les années 50 elle a pu braver tous ces trucs un peu sociaux compliqués pour aller faire du stand-up. Moi je sais pas pourquoi je me fais chier à me dire, mais je vais pas faire ça pour telle ou telle raison. J'aime bien les trucs de feel good, toi. Ouais, j'aime bien quand c'est un peu l'opposé. Exactement. J'ai pas envie de me dire, je vais déprimer et tout. Pour ça, j'ai bien aimé Tchernobyl, tu vois, mais j'ai besoin d'un truc qui va me mettre down, et puis après qu'on me mette un peu plus up après. Et Mrs. Maisel, vraiment, c'est sur ça, avec une actrice qui est vraiment très 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 forte, et tout le reste du cast autour d'elle est vraiment génial. Son père notamment est joué par le mec qui fait Monk, et il est très très bon dans ce rôle. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, regardez Mrs. Maisel. Je pense, sans dire de conneries, qu'on en parlera sûrement dans Geek en série, parce que c'est trop cool. Ouais, il y a quand même eu 2 Golden Globes, je vois, donc ouais, ça doit pas être. Ah ouais. Après, les Golden Globes, je sais pas si ça veut. C'est un peu. Oh, quand même. C'est du fric, hein, surtout ce genre de conneries. Enfin bref, c'est très 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 bien. Et allez-y, regardez ça. Même si l'application Prime est pas folle. Moi, je suis pas très fan. Ah, moi, je trouve que non, elle est très bien. Ah ouais? Ouais. Je la trouve mieux que Disney+, par exemple. Non, mais Disney+, c'est de la merde. Vous êtes abonné à tout? Ouais. Alors, je suis abonné à certains, j'ai des comptes sur d'autres. Netflix, j'ai les codes. Disney+, c'est 6,90 par mois, bon. Et Prime, c'est surtout pour avoir la livraison. Du coup, quand t'as la livraison sur tu Prime... donnes des sous à Jeff Bezos? Bon, je le fais aussi. Mais... T'as Prime, hein? Ouais, j'ai Prime, j'ai OCS et j'ai Netflix. Prime, c'est un système différent. Et j'ai Crunchyroll aussi. Mais moi, c'est la flemme, en fait. J'ai la flemme de télécharger ou de pirater. Ah, mais moi c'est encore pire. Si t'avais un débit comme le mien, t'aurais encore plus la flemme. Parce que... Ah oui, parce que t'as pas du tout. Moi, j'ai la fibre encore, ça. Non, mais Prime, c'est un système différent. C'est-à-dire que d'abord, tu prends Prime pour avoir la livraison rapide et tout. Et pour ensuite, donner de l'argent à Satan. Ouais. Et ensuite, t'as l'accès. Moi, j'achète plus. Et moi, j'ai été obligé pendant le Amazon. confinement, je suis dégoûté. Parce que cartouche d'imprimante noire pour la mienne, j'en trouvais nulle part à part sur Amazon. Et j'ai pas eu le choix. Vous n'aviez pas des cartouches d'imprimante Bah, Cultura était fermé. Alors, Ah oui, vous étiez fermé. Oui, de toute façon, on n'avait pas de fournisseur non plus, donc on n'avait rien. Non, ça c'était cartouche d'encre et ramettes de papier, c'était ça qu'il fallait acheter, c'était pas du PQ. Pour imprimer tes Les devoirs pour les gosses. tes attestations de. Non, les devoirs pour les gosses Ah oui, surtout. c'est vrai. J'ai pété une demi-ramette de papier. Putain, c'est fou. Et ben, on a fait le tour de cette émission. On a combien de temps de rush? Oh, ça va, 1h13. Les petits recaps habituels. Donc cette semaine, normalement, il devrait sortir la vidéo très longue. Très très longue. Avec Diane et Cédric sur l'opération de cet été autour de Urban, donc les comics à 4,90. Bon, on vous en parle en long, en large et en travers.
Qu'est-ce qui va sortir? Il y a eu un épisode de Geek en série sur Arabesque que Faye a fait toute seule. Elle a donné tout son amour pour Jessica Fletcher. Et moi j'aime pas Arabesque. Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Et je sais plus, tu m'as coupé, je sais plus normalement il devrait y avoir un ciné blabla sur l'homme invisible, la femme invisible. L'homme invisible mais j'ai encore oublié le réalisateur. Du mec qui a fait des Insidious, je crois. Oui, si, c'est un mec qui bosse avec Wan. Non, c'est pas James Wan, mais c'est un des mecs qui a fait les. C'est produit par Bloom, quoi. Ouais, voilà. Et c'est très bien. C'est très très bien. Ouais, j'avais bien aimé. Ce film est vraiment très cool. Bah, il ressort justement au ciné. Parce que ouais, il est sorti ciné, il y a pas grand chose. Ça doit être le dernier truc que j'ai vu au cinéma. Ouais, moi aussi, je crois que c'est ça, ouais. C'était très cool. Très cool. Putain, j'ai envie de parler de. Tu as vu Underwater? Ouais. Putain, c'était trop bien. C'était de la merde. Oh putain. Ah non, c'était trop bien. Bon bref, on en parlera en off. Et tu as tort, sache-le. Voilà. Donc il y a un ciné blabla sur peut-être le dernier ciné blabla, puisqu'on va possiblement changer de formule, puisqu'on change d'équipe et on change du coup ça va avec l'équipe qui avait sur cette émission, parce que Charlotte et Sophie du podcast Les Pieds dans la Gueule vont rejoindre l'équipe, et du coup comme on ramène des gens dans l'émission, on va changer de formule pour faire un nouveau truc qui ressemble un peu plus à ce qu'on a envie de faire. Et je vais me faire défoncer par Faye pour l'avoir dit en émission. Mais vu qu'elle n'écoute pas les émissions, c'est pas grave. Surtout que il y a 1h13 d'émission, elle écoutera jamais. Ah, quel enfoiré. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on vous parle de la planète des singes avec le Dr Zaius. J'espère que cette émission vous plaira. Mais voilà, c'est un peu tout. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like, à aller sur Tipeee si vous voulez. Voilà. Je sais plus, je me perds dans mes trucs de fin. Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous voulez découvrir nos autres émissions, n'hésitez pas à aller sur notre site web jamesfay.fr. Allez, bye bye. Ciao. Salut.